Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, c'est un nouveau podcast, un podcast Tribu, le podcast qui part à la recherche de nous-mêmes, qui se lance à la recherche de notre ADN collectif, de notre identité, de notre culture, de notre mode de vie traditionnel. Aujourd'hui, on est très très heureux d'accueillir quelqu'un qui est déjà venu nous voir. Je parle de Si Ahmed Skounti. Bonjour Si Ahmed. Bonjour Rida. Comment vas-tu ? Très bien. Alors on va rappeler que tu es anthropologue à l'INSAP et que tu es consultant à l'UNESCO pour le patrimoine culturel. Tu connais très bien les sujets dont on aborde, donc tu es le casting idéal pour nous parler dans ce podcast Tribu. Et d'ailleurs, on te remercie à chaque fois qu'on a quelqu'un qui s'est investi très tôt dans notre projet. On le remercie en disant que les choses grandissent, les auditeurs s'accumulent, j'ai envie de dire, les thèmes s'accumulent et c'est grâce à vous. Et donc, merci d'avoir été là dès le début et merci de revenir, Si Ahmed. Merci Rida. Merci aux auditeurs de Radio Ma'arif de tous les épisodes, que ce soit l'histoire, Tribu et d'autres sur le sport que vous faites. C'est un plaisir d'y participer. Ça permet de diffuser le savoir accumulé sur la culture, sur l'histoire de notre pays auprès du grand public. Et je vois que l'audience grandit de jour en jour, c'est très bien. C'est grâce à vous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tous les Marocains connaissent, littéralement tous les Marocains. C'est pour ça que tu vas devoir nous faire une grosse performance pour nous apprendre des choses. Jemaa Fna. Alors, Jemaa Fna, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît ? Alors, Jemaa Fna, si l'on devait résumer cette place en un mot, on dirait que c'est une grande performance. C'est à la fois une grande performance et une trouvaille unique. Alors, on connaît, genre. On va poser déjà le décor. J'ai dit que tout le monde les connaissait, évidemment, mais on n'a pas perdu l'espoir que ce podcast se promène jusque dans des oreilles étrangères. Jemaa Fna est une place à Marrakech où se retrouvent tous les soirs les conteurs, les restaurateurs, les dompteurs, les danseurs, etc., etc. Et c'est dans le cadre de c'est donc cette place qui est une sorte de rendez-vous permanent de divertissement et de restauration des Marocains depuis des siècles. Va nous parler Si Ahmed Skounti. Je suis obligé de revenir là-dessus parce que je me suis dit, on a peut-être démarré un peu sévère. Alors, explique-nous cette performance. Oui, c'est une grande performance qui a lieu sur un espace physique, une place, qui se trouve au sein de la Médina de Marrakech. Il n'est pas tout à fait au centre de la Médina, il est légèrement sur le côté ouest, sud-ouest, mais il se trouve intramuros. Et c'est une place qui est probablement là depuis la fondation de la ville par les Almoravides en 1070. Cette place est probablement là depuis cette époque-là. Il n'a probablement jamais été occupé par quelque construction que ce soit. On a toujours construit autour, mais la place est toujours restée. Il a probablement été, dès les origines de la ville, utilisé pour toutes sortes d'usages, y compris des usages liés au pouvoir. C'est-à-dire une place où le pouvoir peut manifester sa grandeur, se préparer à la guerre, faire une sorte de défilé, etc. Ça a eu lieu, ça. Ça a eu lieu. C'était avant Paolo, il y avait Yacoub Mansour. Voilà, on ne sait pas quel est l'usage de cette place, mais on considère qu'il devait avoir une fonction parce qu'elle était là depuis les origines. Il se situe d'ailleurs entre la mosquée de la Koutoubia, oui, bien sûr, et le centre de la vieille ville, les souks, l'ancienne mosquée almoravide, dont il ne reste plus que la Kouba aujourd'hui. Et on sait qu'à la place de la mosquée de la Koutoubia, il y avait le palais almoravide, donc en vérité, entre le palais et la mosquée qui se trouvait au centre de la Médina, il y avait cette place, voilà, une sorte de no man's land, dont on ne sait pas quand est-ce que les manifestations qu'on y voit aujourd'hui, ces performances de toutes sortes de halayqi, ont commencé. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils commencent. La première mention est celle de Hassan Liussi au XVIIIe siècle. Début XVIIIe siècle, Hassan Liussi nous donne le premier témoignage. Je descends sur la place et j'assiste à une halqa. Donc c'est au moins XVIIIe siècle. Au moins début XVIIIe siècle, mais très probablement beaucoup plus ancien que ça. Excuse-moi, Hassan Liussi, c'est bien l'opposant de Moulay Ismail. C'est lui qui lui avait... le savant, le Moyen Atlas. Voilà, pour le dire qu'il n'était pas content de sa politique. Ouais. Voilà. D'accord. Et c'est le même Hassan Liussi qui veut... On avait une plage Jemaa Fna où il y avait des halayqi déjà. Absolument. Et c'est le même Hassan Liussi qui a été chargé de faire l'itinéraire d'Isba'atou Rijal à Marrakech,
qui est toujours... C'est un autre sujet, ça. Ça, c'est un autre sujet. Tu vas le faire, hein. C'est un autre sujet. Tu pourras le faire. Mais il y a des historiens qui pourront le faire mieux que moi. On a cette mention du début du XVIIIe siècle, mais il est clair qu'il y avait une activité sur cette place. Activité commerciale, activité culturelle. Cette place était une sorte de frontière, en vérité. Même si elle se trouve intramuros, c'est une frontière entre le monde urbain, la cité, qui est Marrakech, et le reste. C'est-à-dire ses environs, la plaine du Haouz, le Haut Atlas, et le reste du monde. C'est une frontière dans laquelle ces communautés de la ville et d'ailleurs viennent se confronter, se voir, se mesurer. Et c'est une place qui a en vérité fabriqué l'intégration. Elle a favorisé l'intégration des gens à Marrakech. C'est là que le langage s'est forgé, c'est là que les codes culturels se sont forgés qui permettent aux gens d'apprendre de la ville, d'apprendre à propos de la ville et aussi aux gens de la ville d'apprendre à propos de tous ces visiteurs qui viennent d'ailleurs pour le commerce ou pour toutes sortes de raisons. D'accord. On n'a pas d'idée de ce qui se passait avant sur cette place. On parle de lieu de pouvoir. J'ai lu quelque part que c'était un lieu, y compris où se faisaient des exécutions capitales, non? Ça existait, ça, à un moment? Oui, on en parle. On dit que c'est une place, on fait aussi les exécutions, on montre les têtes décapitées des rebelles. Il y a toutes sortes de légendes. Ça existait, ça? Très probablement. La mémoire populaire ne l'aurait pas retenu si ça n'avait pas existé. D'accord. Mais en tout cas, le nom, Jam' al-Fna, le nom lui-même, très probablement, d'après l'historien Hamid Triki, il est en fait une sorte de dérision populaire d'un nom originel qui veut dire Jam' al-Hina. Ahmed al-Mansour, le sultan saadien, a commencé à y construire une mosquée qu'il voulait nommer Jam' al-Hina. Et à cause de sa disparition prématurée, la mosquée n'a jamais pu être achevée et elle a commencé à tomber en ruine. Mais elle était à ce lieu-là, elle était... Il était à ce lieu-là. D'accord, il a failli il a failli... nous boucher jamais. Exactement, il a failli faire quelque chose que n'avaient pas fait les dynasties précédentes, donc construire sur la place. On ne sait pas exactement où, on n'a jamais fait de fouilles mais surtout qu'il y avait la mosquée, le Koutoubia juste à côté. Absolument. Donc c'est un peu redondant, non? C'est un peu... Je pose la question, pourquoi une autre grande mosquée? Est-ce qu'il a voulu aussi marquer son temps, comme les Almohades ont construit sa mosquée, comme il a construit le Palais Badia, qui est resté un chef-d'œuvre d'architecture, même s'il a été complètement décharné de ses décors. Mais en tout cas, il ne l'a jamais achevé, et donc par sorte de dérision, les Marrakechis ont commencé à dire Jam' al-Fna, au lieu de Jam' al-Hina. Jam' al-Hina est mort, vive Jam' al-Fna, quelque part. Ah donc carrément, c'est une sorte de Shden Marrakchi, ça, c'est l'humour. Absolument. Cette place, elle est au patrimoine, elle est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, c'est ça? Oui. D'abord, pour qu'on en arrive à cette inscription, il faut revenir un peu en arrière. Jusqu'aux années 80, on pouvait encore voir une grande diversité de spectacles sur cette place. Une variété, une vitalité, des personnages extraordinaires. Il y a quelqu'un qui a été témoin de cette vitalité, c'est Juan Goytisolo, l'écrivain catalan qui est décédé en 2017. Il s'est installé à Marrakech déjà à partir des années 70 et il a vu la place changer au cours des années 80, des années 90, et avec la mondialisation galopante. Et il est, en fait, Juan Goytisolo a été derrière le mouvement qui a mené à la reconnaissance par l'UNESCO de cette place. Il a mobilisé les intellectuels de Marrakech et d'ailleurs, et ils ont réussi à organiser une réunion à Marrakech en 1997 avec l'UNESCO, l'Université de Marrakech et d'autres acteurs. Et le constat a été fait que l'oralité et les arts de l'oralité tels qu'on peut les voir sur la place Jam' al-Fna sont menacés. Donc le constat a été fait à cette date, 1997, parce que les sociétés sont en train de changer, parce que ce qui est arrivé ailleurs peut arriver aussi à Jam' al-Fna, parce que Jam' al-Fna n'était pas unique, ni au Maroc, ni dans le monde. Il y avait des places similaires. Il y avait des places similaires dans d'autres villes. Absolument. Déjà au Maroc, il y en avait
un peu partout. Dans toutes les anciennes médinas, il y a au moins une place où on peut voir ce genre de spectacle. Donc toutes ces places ont disparu. Est-ce qu'on a juste une parenthèse là, est-ce qu'on a des lieux pour d'autres villes où il y avait ces places qui ont disparu? Est-ce que tu es capable de nous dire, par exemple? Oui, par exemple, Lehdim à Meknès, par exemple, Boujloud à Fès, par exemple, Tel Maqlat à Taroudant, par exemple, Bab Doukkala à Souira. Dans toutes les médinas, il y avait une place qui permettait aux gens des environs de rencontrer les gens de la ville et d'échanger. Et on pouvait voir le genre de spectacle qu'on peut voir sur la place Jemaa el-Fna. Parce que c'est ça vraiment la spécificité de Jemaa el-Fna, c'est le côté spectacle. Hein. Parce que la restauration, on va la trouver, j'imagine, surtout quand il y a des mélanges, des gens qui sortent le soir, il y a forcément des choses qui se proposent pour la restauration. Mais la spécificité de Jemaa el-Fna, pour moi, c'est le côté spectacle. Et donc dans ces villes, d'autres villes marocaines, il y avait également ce genre de place de spectacle. Dans les autres villes, il y avait des places, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les campagnes, dans les souks hebdomadaires, dans les moussem annuels. On pouvait voir ce genre de spectacle. Donc en fait, Jemaa el-Fna, si vous voulez, il faisait partie d'une sorte de network, un réseau. D'accord. Qui quadrillait le Maroc un peu partout. On pouvait trouver des places, qu'elles soient des places où il y a une activité permanente, comme dans les villes que je viens de citer, ou dans les campagnes où l'activité était beaucoup plus saisonnière, liée au moussem ou liée au souk. Mais en tout cas, Jemaa el-Fna n'était pas isolé du reste. D'accord. Donc comme les autres ont disparu, on se dit que Jemaa el-Fna, pourquoi pas, pourrait disparaître. En 97, sous l'impulsion de Khwan Goïti Solo. Il y a la démarche qui est faite pour protéger le site, c'est ça? Absolument. Après cette réunion de 1997, on a commencé à réfléchir sur les moyens que peut mettre la communauté internationale à travers l'UNESCO pour protéger les expressions de l'oralité et ce qu'on va appeler plus tard le patrimoine immatériel. Donc, dans un premier temps, l'UNESCO a élaboré en 1999 un programme qu'ils ont appelé Programme des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Il a commencé à être mis en œuvre. Ils ont demandé aux États de présenter des candidatures pour qu'ils soient proclamés comme chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Jemaa el-Fna a fait partie des premières formes d'expression culturelle qui ont été proclamées en 2001. Il y a eu par la suite 2 autres proclamations, en 2003 et 2005, et puis ce programme a été arrêté avec l'entrée en vigueur de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui a été élaborée par l'UNESCO parallèlement. Qu'est-ce qui fait de cette place une chose unique qui a mérité cette volonté de préservation? Enfin, qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire dans cet endroit-là? En fait, tous les soirs d'ailleurs, parenthèse, tous les soirs il se passe quelque chose. Absolument. Enfin, à part le Covid. Justement. Aïd compris, Israël, Kbir. Absolument. Justement, ce qui fait l'originalité de cette place, c'est qu'elle ne ressemble à aucune autre aujourd'hui. C'est une place où il y a une activité permanente, toute la journée, toute l'année. Et c'est quelque chose qui a frappé ceux qui s'étaient réunis ici en 1997. Ils ont dit, c'est vrai, le constat de Khwan Goïti Solo n'est pas tout à fait faux. Toutes ces places ont disparu dans le monde entier. Dans les villes européennes, par exemple, il y avait des activités comme ça qui viennent du Moyen-Âge, dans les villes européennes. Ça a disparu un peu partout. On a la chance d'avoir une place au Maroc où une activité de cette nature est toujours là, donc il faut faire quelque chose. Et donc c'est ça un peu ça qui a expliqué le fait qu'il soit un peu aux origines, en vérité, de cette activité de l'UNESCO pour sauvegarder le patrimoine immatériel. La place Jemaa el-Fna a joué un rôle important. Il y a un chercheur qui a parlé des origines marrakchi du patrimoine immatériel. C'est-à-dire que c'est grâce à cette réunion à Marrakech avec Jemaa el-Fna en arrière-plan que l'UNESCO est venu à mettre en place ce concept de patrimoine immatériel. Ah d'accord. Donc c'est en voyant cette place et qu'ils se disent qu'ils vont développer ce label qui aujourd'hui dont a hérité par exemple chez nous les Guinawa et d'autres. D'accord. Absolument. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette place en termes d'originalité? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a toujours été liée au spectacle, à la restauration? Il s'est passé d'autres choses. À un moment, j'ai cru comprendre qu'elle a été un terminus de transport. Et c'est-à-dire que les gens qui arrivaient en ville arrivaient directement à Jemaa el-Fna. Est-ce que c'est le cas, ça? Absolument. Avant d'avoir cette gare routière de Bab el-Kouala, la gare routière était sur la place. D'ailleurs,
Donc c'est récent, ça. Il y a un café qui s'appelle toujours CTM. Oui. Sur la place Jamal Fna. C'est l'un des souvenirs de cette époque où les bus arrivaient de partout dans cette place. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est une frontière. Même si elle est intramuros, c'est en vérité une frontière entre les gens de Marrakech et le reste du Maroc et le reste du monde, parce que c'est là que cette confrontation se fait entre ceux qui viennent de l'extérieur et les gens de la ville. Alors ce qu'il y a d'original, c'est qu'on peut y voir toutes sortes de formes d'expression culturelle. Ça va du prêche religieux jusqu'à l'anecdote salace. Jusqu'au spectacle travesti même. Jusqu'aux danseuses voilà. travesties. Donc il y a une sorte de coexistence entre le sacré et le profane, entre l'anecdote qui peut être mal perçue par une oreille un peu polissée. Le salace. Le salace et le familial. Voilà. Et d'ailleurs, le fait qu'elle soit à l'ombre de la Koutoubia aussi est intéressant. On a une place où on peut avoir un langage assez libre et en même temps aller faire sa prière à la mosquée. D'accord. Donc, Et dans cette espèce d'art de conter, de raconter, de parfois de shidden, j'ai envie de le dire le mot, où les conteurs parfois se moquent un petit peu des spectateurs ou les tournent en dérision pour attirer l'attention de tout le monde. On a l'impression que c'est vraiment l'esprit marrakchi qu'on retrouve là-bas. Est-ce que c'est Jamal Fna qui a fait Marrakech ou c'est Marrakech qui a fait Jamal Fna? Oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, le rapport des Marrakechis à cette place est très ambigu. Je parle avant de cette réhabilitation grâce à la reconnaissance internationale de l'UNESCO. Avant, il n'y a pas si longtemps, les gens, et même dans certaines franges aujourd'hui, il n'est pas tellement bien regardé, pas tellement bien vu. Pas laisser les enfants y aller, il y a du harcèlement, il y a un langage cru qu'on ne voudrait pas qu'ils entendent. Voilà, il y a une certaine liberté que les acteurs prennent avec les codes de la société qui ne peuvent être tolérés par une certaine bien-pensance. C'est un peu un espace de liberté, un espace, comme nous a raconté Khalid Mouna avec le Moussem ou avec le stade de foot, où les codes sont différents de ceux qu'il y a dans le reste de la société le reste du temps. Absolument. Sauf celle-là, elle est tous les jours. Enfin, c'est un espace un peu libéré de standards en vogue ailleurs. Absolument. En fait, la place joue, un peu comme les faits que tu viens de citer, il joue un peu le rôle de miroir déformant de la société. La société y voit une image dans laquelle il ne se reconnaît pas, mais en même temps, il est fasciné par cette image qu'il ne veut pas reconnaître. Et d'où ce rapport ambigu entre les Marrakchi et cette place. Entre le Marrakchi et sa place. J'ai une anecdote à propos de ça. Je me rappelle, autour des années 2000, on avait une amie médecin qui vit à Marrakech, dont les enfants sont partis à Bni Mellel, et quand ils ont vu leur cousine, ils leur ont montré des photos de la place Jamal Fna. Et les filles qui étaient parties de Marrakech ont dit, où se trouve cet endroit? Je ne connaissais pas. Il ne savait pas. Il leur a dit, je trouve à Marrakech. Donc voilà, il y a une catégorie de gens qui, il ne faut pas emmener les enfants sur cette place parce que voilà, les choses ont changé depuis. Quelque chose que les gens voudraient savoir, pourquoi on en est toujours là, après 20 ans de reconnaissance internationale. Et par là, je veux dire ce dénuement dans lequel se trouvent les gens de la place, surtout ceux qui font le spectacle. Et on l'a bien vu au moment du Covid. On a clairement vu des gens qui n'avaient aucun filet de sauvetage. Bien sûr. Aucun. Vous me direz, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas les seuls. Il y a tous les gens qui font le spectacle un peu au Maroc, des gens qui sont entrepreneurs à titre personnel, qui font toutes sortes de spectacles, ils n'ont pas de filet de sauvetage. Donc voilà, je pense que cette pandémie a mis à nu, en vérité, voilà, cette fragilité de cette catégorie de personnes qui ont choisi de faire les arts de la rue, les arts du spectacle, qui ont du mal aujourd'hui à transmettre parce que la relève n'existe pas ou alors il est très timoré parce qu'il voit que les aînés ne s'en sortent pas. Donc, comment s'engager sur une voie qui est condamnée d'avance? Donc, il y a là un travail important à faire. Donc, c'est une place en danger quand même. Elle reste toujours en danger. D'ailleurs, les conteurs qui ont été au cœur de la candidature pour inscription à l'UNESCO n'y travaillent plus. Ils sont tous âgés,
Ils n'ont pas de relève, à part peut-être un seul et qui a réussi à transmettre à ses enfants, Abdelrahim al-Makouri, qui s'appelle Azelia. Mais tous les autres ont quasiment déserté la place parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus leur place. Parle-nous un petit moment de ce Abdelrahim, ce conteur. Quel est son parcours? Est-ce que c'est des gens qui répètent, qui inventent, qui rajoutent, qui peaufinent? Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce Absolument. personnage? Alors, à l'image de tout, Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit, par exemple, ou d'enregistré? Est-ce que... oui, à l'image de tous les autres conteurs, ce sont des gens qui ont voyagé. D'ailleurs, dans ce que je disais tout à l'heure sur ce réseau autour de la place Jamal al-Fna, c'est des gens qui voyagent. Abdelrahim al-Makouri te dit, j'ai été à Taroudan, j'ai été à Fès, j'ai été à Meknès, j'ai été à Taza. Donc, c'est des gens qui voyagent. Et dans le voyage, ils font leurs performances de contes, ils voient du pays, ils voient d'autres communautés en dehors de la leur, ils voient d'autres cultures, d'autres sonorités, d'autres langues, ça les enrichit. Et quand ils reviennent, ils innovent. Ils apportent quelque chose de nouveau, ils apportent d'autres histoires, ils enrichissent leurs histoires par des choses qu'ils ont apprises sur la route, dans les lieux qu'ils ont visités, etc. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui pour la place parce que ça ne se renouvelle pas de cette façon. Les gens ont moins de possibilités de voyager, de renouveler leur répertoire, etc. Alors, le conte à Jamal al-Fna est aussi sur la lisière entre l'écrit et l'oral. On a tendance à considérer que le conte est une affaire orale. Eh bien non. Il y a une telle perméabilité entre l'écrit et l'oral, c'est des gens qui vont lire des histoires, qui vont lire Alf Lila ou Lila, qui vont lire Seif du Yazan, Antara ibn Shaddad, ils vont lire ces contes qui viennent de la tradition arabe. Ils vont aussi apprendre les contes qui ont cours chez nous dans la tradition marocaine. Et avec tout ça, ils vont créer des histoires qui sont semblables aux séries qu'on regarde un peu à la télévision. Il faudra enregistrer ces gens-là, dans ce Abdelrahim Makouri et compagnie. Il faudra les enregistrer. Absolument. Il y a quelqu'un qui l'a fait. D'accord. Je savais, j'en étais sûr parce que ça me semblait évident qu'il allait le faire. Il y a un photographe allemand qui s'appelle Thomas Ladenberger qui a créé un site qui s'appelle alhalqa.com. Et c'est un projet dans lequel il a enregistré beaucoup de ces acteurs de la place Jamal al-Fna et on peut les voir en vidéo. D'accord. C'est une très bonne base de données très intéressante. C'est une très bonne conclusion pour ce podcast. Merci beaucoup, Si Ahmed. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Il y a encore beaucoup de choses. On ne pourra jamais épuiser cette place. Mais vas-y, prends-le si tu sens quelque chose. Je l'ai. C'est juste pour ajouter ça que, évidemment, on ne peut pas l'épuiser en une seule séance. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qu'il faut espérer, c'est que ces acteurs, que ce soit à Jamal al-Fna ou ailleurs, trouvent leur place dans un système qui permet la pratique et la transmission, qui encourage la jeunesse à s'investir dans ces domaines-là, qui sont très importants. Et puis allez-y, puisque maintenant on peut se déplacer, que la pandémie, alhamdoulilah, derrière nous, allez-y et écoutez ces gens-là. Merci beaucoup, Si Ahmed, et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Radio Ma'arif, les amis. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.